Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en cette rentrée, j'ai la chance d'avoir cofondateur de la première brique, Hugo Berthe, et aussi Benjamin pour faire un petit point en cette rentrée de qu'est-ce qui se passe en crowdfunding, les choses qu'on aimerait savoir, aussi pas mal d'infos par rapport à la première brique. D'abord, comment vous allez? Bonjour Julien et bonjour à tous et merci pour cette opportunité de parler avec ta communauté, de répondre à leurs questions. On va très bien, on va très bien, on a beaucoup de travail dans le contexte actuel, mais on va très bien, on structure nos équipes et on continue de travailler d'arrache-pied pour proposer toujours plus de projets de qualité. On a eu des très beaux mois de collecte sur août auquel on ne s'attendait pas du tout. On est 22 personnes maintenant chez la première brique. On a des tout nouveaux bureaux qui nous permettent de travailler dans de vraies bonnes conditions. Et voilà, toujours une communauté d'investisseurs très dynamique et à laquelle c'est l'occasion de dire merci. On est 54 000 à date sur la première brique à dynamiser le marché du crowdfunding immobilier. Non, top. Juste avant que je commence les quelques questions que j'ai par rapport que j'ai pu avoir en commentaire sous les vidéos de la première brique, mais sous les vidéos du crowdfunding de manière générale. Pour ceux qui souhaitent investir peut-être une première fois sur la première brique, je vous mettrai un lien aussi des vidéos qui vous permet d'avoir 1% sur votre premier investissement. Du coup, la première question que j'ai à vous poser et que j'ai eu pas mal, c'est que depuis qu'on a eu la remontée des taux, ça s'est quand même assez complexifié au niveau du marché immobilier et donc une répercussion sur les marchands de biens, les promoteurs immobiliers, etc. avec des projets qui arrivent en retard pour certains sur toutes les plateformes sans exception, même si c'est des pourcentages qui peuvent être assez faibles, notamment sur la première brique où moi je suis investi sur d'autres où j'ai des taux de retard beaucoup plus élevés. Je voulais savoir actuellement le marché, vous en pensez quoi? Est-ce que au niveau notamment des personnes qui souhaitent obtenir des financements, qui vous contactent, qui soumettent des dossiers, est-ce que la situation a l'air un peu de s'améliorer? Comment ça se passe? Alors, c'est un vrai sujet important. Je te disais qu'on a structuré l'équipe. On a notamment recruté des directeurs de pôle, des personnes qui ont une certaine expérience, aussi bien sur le pôle développement que sur le pôle juridique, que sur le pôle projet, ça c'est un recrutement qui est en cours, et que sur le pôle relations investisseurs. Et j'ai la chance d'être avec Benjamin, du coup, qui nous a rejoint là sur cet été pour vraiment structurer la relation investisseur et qui va potentiellement, qui va commencer à te parler un petit peu du marché immobilier parce que c'est un sujet qu'il maîtrise bien. Yes. Bonjour Julien, ravi de pouvoir parler avec ta communauté. Donc effectivement, rejoins l'aventure il y a 2 mois, courant juillet, dans cette équipe dynamique qui est en croissance. Donc avant tout, moi je suis un investisseur et convaincu par les valeurs de la première brique. Et donc de fil en aiguille, en ayant vu une annonce passer, je me suis dit, t'as pas le choix, faut que tu fonces, mets en accord tes compétences avec tes convictions. Donc voilà, je me retrouve ici avec une équipe qui est toute fraîche, qui fait que sur ces derniers temps, on a été un tout petit peu moins réactif, mais on va carburer comme pas possible dans les semaines à venir pour être d'autant plus performant. Et donc pour répondre à ta question, c'est vrai que le marché immobilier sur ce début d'année a vu un ralentissement. Alors même sur fin 2023, on a vu que les taux ont bien augmenté sur la fin de l'année 2023 pour se stabiliser et rebaisser un petit peu sur début 2024. Le nombre de ventes a bien diminué, ce qui a un impact sur nos porteurs de projets. Parce que les ventes étant plus longues, on se retrouve en fait sur des projets où on tend plus facilement à aller vers les dates maximales qu'on avait en tête. Il n'empêche que beaucoup de nos projets ont été finalisés, payés et remboursés à nos investisseurs. Mais c'est vrai que c'est un tout petit peu moins simple que ce qu'on a connu. Les prix de l'immobilier, pareil, ont baissé un petit peu dans beaucoup de grandes villes. On l'a vu à Paris, on l'a vu à Nantes, on l'a vu à Lyon. Et on a tendance à croire que ça va se stabiliser aussi dans les mois à venir. Donc donner un contexte qui est quand même plus simple pour nos porteurs de projets, pour la vente des biens et donc
la finalisation des projets chez La Première Brique, qui est en croissance. Voilà. Et donc sur le marché du crowdfunding, je vais repasser la main à notre expert qui est Hugo. Je continuerai après. Alors sur le marché du crowdfunding, sans aller dans le détail des chiffres précis, et je pense que ta communauté l'a aussi constaté, on a une baisse de dynamisme sur une bonne partie des plateformes, pour des raisons qui sont un peu évidentes, qui est que notre industrie, c'est d'abord l'industrie de la confiance des investisseurs, et tout le monde n'a pas eu le réflexe de communiquer de façon, je dirais, transparente avec tous les investisseurs, et quand tu te rends compte qu'on te ment depuis quelques mois, bah forcément, j'imagine que, moi je me mets à leur place, ça rompt un petit peu la confiance. Pour autant, je trouve que ce qui se passe aujourd'hui dans le marché du crowdfunding, donc de mémoire, premier trimestre, on avait une décroissance de 30% du montant de collecte. Après, c'est des chiffres qui sont toujours assez compliqués à obtenir, tu le sais, parce que tout le monde ne communique pas forcément de façon très très transparente. Au premier semestre, on était à moins 39,5% de collecte, pour 650 000 euros en montant moyen de dossier, et sur 380 millions collectés. Au premier semestre, sur ces 380 millions, nous on avait collecté, de mémoire, on était à combien? On devait être à peu près 50 millions à la fin du premier semestre. Et à date, là, on est à je crois qu'on est à 64 millions d'euros collectés, pour 190 millions d'euros au total. Mais finalement, la vraie victoire dans tout ça, c'est pas tellement le montant de nos collectes, c'est le montant des projets remboursés. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à un tiers de... je vais me remettre les chiffres exacts sur nos indicateurs de performance. Tac. Si je retourne dessus, ouais, tu vois, à date, on a collecté 181 millions, enfin au 2,09, on avait collecté 181 millions, et on en avait remboursé totalement, tac, on avait remboursé 63 millions. Donc un tiers de notre collecte qui est remboursé, c'est une statistique qu'on tient dans le temps. Donc au 2,09, on était à 542 projets collectés. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que on se rend compte que ce qu'on fait, ça marche. Depuis le début, notre ADN, c'est d'être les serviteurs des investisseurs, et de se poser la question de est-ce que moi j'investirais dans ce projet? Est-ce qu'il me paraît solide? Est-ce que je fais confiance à ce porteur de projet? Et en même temps, donc, se poser ces questions pour sourcer des projets qui soient solides. Et en même temps, se poser la question de comment je vais aider ce porteur de projet à aller au bout de son opération, comment je vais l'accompagner, parce qu'on est aussi bien des partenaires des porteurs de projets, dès lors qu'on leur fait confiance, que des investisseurs. Et notre rôle, c'est vraiment de faire le lien entre ces deux populations qui ont tout intérêt aujourd'hui à se rencontrer et à travailler ensemble. Elles ont tout intérêt pour une raison très simple. Benjamin vient d'en parler, le marché de l'immobilier va pas très bien. Malgré quand même une certaine stabilisation, on voit une stabilisation du nombre de transactions. Il y a pas mal de posts, si tu suis un peu sur LinkedIn, qui en parlent. On a une stabilisation des taux. On a un phénomène démographique assez naturel qui fait que les loyers étant ce qu'ils sont, la tension locative étant ce qu'elle est, un jour ou l'autre, et a priori à assez moyen terme, les gens vont aller vers l'achat, vont retourner vers l'achat, les banques vont redébloquer les acquisitions. Je discutais avec un gros promoteur lyonnais là, il y a quelques jours. A priori, lui, il a le sentiment que là, ça repart. Il y avait pas mal de lots qui étaient en stock. Il commence à revendre. Il commence à ressortir. Alors, c'est quelqu'un de très sérieux, qui bosse très très bien. Voilà, je pense que c'est moins le cas de personnes qui sont un peu allées dans tous les sens pendant cette période où effectivement, ça a été assez difficile. – 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 –– – 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 ––
Pour le marché immobilier, on est dans le creux de la vague et c'est en train de repartir. Si ça repart pas sur la fin de l'année, ça repartira sur début 2025. Après, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais moi, c'est mon sentiment. Sur le marché du crowdfunding immobilier, on a aujourd'hui un phénomène de... quel mot je vais utiliser? On a un phénomène de défi. On a un vrai défi en fait à relever pour montrer qu'on sait travailler, qu'on sait relever des situations qui sont... on sait se relever de situations qui sont difficiles et on sait adresser des projets qui sont compliqués. Aujourd'hui, nous, en accord avec notre dynamique qui a toujours été la même, on est transparent avec nos investisseurs. On a... Je crois que je faisais un point avec l'équipe là, cette semaine. On a 18 millions d'euros de projets sur les 180 millions qu'on a financés qui sont en retard. On ne s'en cache pas, tous les investisseurs qui ont des projets en retard le savent. Et sur notre plateforme, on a même un indicateur, on peut trier par projet en retard. Donc là-dessus, notre responsabilité, c'est de vous donner toutes les informations pour avoir une bonne vision de la situation, aussi bien quand vous investissez que après pour le suivi du projet. Et donc c'est de suivre les projets pour savoir qu'ils sont en retard quand ils sont en retard et suivre les projets pour savoir qu'ils vont être en retard quand ils vont être en retard. Heureusement, c'est encore une minorité chez nous et dès lors qu'un projet est en retard, on resserre vraiment drastiquement les critères. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à être à la hauteur de la responsabilité, c'est un mot important, j'ai du mal à le dire. Il y a un vrai enjeu à être à la hauteur de la responsabilité que nous ont donné nos investisseurs, qui est de suivre les investissements qu'ils ont faits sur notre plateforme et leur donner toutes les informations pour connaître la situation au mieux. Ouais, très clair. Merci déjà par rapport à ça. Et moi, je le sais parce qu'en tant qu'investisseur, j'investis sur d'autres plateformes, la première brique, mais des concurrents aussi. Et j'ai des retards sur, en réalité, toutes les plateformes, mais la plateforme où il y a le plus de sérieux ou des votes notamment pour prendre certaines décisions au niveau des taux qui vont être ajoutés, etc. Je trouve que c'est quand même vous où il y a vraiment, c'est quand même cadré, les retards sont pas cachés, on n'est pas obligé de contacter le support pour savoir s'ils sont en retard. Donc ça, c'est vraiment top. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que, je sais qu'on en avait parlé, mais vous avez des promoteurs qui viennent vous contacter pour des financements, pour pouvoir être par la suite sur la première brique. Il y a un gros travail de sélection, mais concrètement, c'est quoi le nombre de pourcentages qui se font refuser parce que les dossiers ne passent pas vos critères un peu d'entrée? Alors, faut pas forcément partager les critères sur cette vidéo, mais concrètement, aujourd'hui, c'est une grosse partie des dossiers qui arrivent au sein des bureaux de la première brique, de promoteurs, de marchands de biens qui sont refusés, ou la majorité, finalement, c'est quand même plutôt accepté parce que les dossiers sont corrects? C'est très difficile de te dire ça parce que pour une raison d'impartialité sur les dossiers, moi, les dossiers, je les vois qu'à la fin, en comité. Et on a un process, si tu veux, on peut revenir sur notre process de sélection des dossiers. On est contacté, donc on ne fait pas de chasse pour les dossiers, c'est que des gens qui nous contactent parce qu'ils ont un besoin de financement. On est contacté pour déjà, ça c'est un choix stratégique qu'on a fait depuis le début. On a un directeur du développement maintenant qui est aussi bien sur le développement des partenariats que des nouveaux produits, mais et qui va faire un petit peu de commercial, mais c'est vraiment le premier commercial qu'on a recruté dans la société. Avant, on n'en avait pas. Et qui est plus qu'un commercial d'ailleurs, c'est un directeur du développement. Et notre philosophie depuis le début, c'est de dire qu'on prend les demandes entrantes. Et ces demandes entrantes, elles sont adressées à un chargé d'affaires. Aujourd'hui, on en a 7 qui travaillent sur les dossiers. Ce chargé d'affaires, il va faire une note de synthèse très rapide du dossier et sur une première étude. Et il va la présenter à mon associé, directeur général de la structure, qui, lui, va préqualifier le dossier en disant est-ce qu'on l'étudie, est-ce qu'on ne l'étudie pas. Donc là, déjà, tu as un premier filtre qui est assez fort parce que dans l'eau, il y a des gens qui nous demandent pour qu'on les finance en société civile, par exemple, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a des gens qui ont zéro apport. Il y a des personnes qui n'ont même pas encore de compromis signé. Donc là, il y a un écrémage qui est quand même assez important.
et que moi j'ai pas au niveau des stats parce que ces dossiers je les vois même pas. Ensuite, quand le dossier passe la préqualification, il va être mis entre les mains de 1 à 2 chargés d'affaires. Ces chargés d'affaires, ils vont documenter une data room, ils vont s'assurer que, pour le dire très simplement, l'histoire que nous a raconté le porteur de projet, il y a un document en face de chacun des éléments de l'histoire, et aussi bien sur le début de l'histoire, à savoir pourquoi tu as besoin d'argent, que sur la fin de l'histoire, à savoir pourquoi tu veux nous rembourser, comment tu vas nous rembourser. Une fois qu'on a cette data room qui est bien constituée, il dresse un document de comité, et c'est à ce document de comité qui me présente le dossier, accompagné de mon associé, du chargé d'affaires, du directeur du pôle projet et du directeur juridique, et qu'on décide, c'est une décision collégiale, j'ai le mot final, mais c'est une décision collégiale de, ok, on en pense quoi de ce dossier, est-ce qu'il nous paraît solide, est-ce qu'en termes de garantie on est bon, est-ce que les conditions sont cohérentes au regard de ce qu'on a proposé avant et de ce qu'on a envie de proposer à nos investisseurs, et à ce moment-là, on valide les dossiers. Moi, en comité, je dirais qu'il y en a aujourd'hui, il y en a un sur... franchement, c'est pas sérieux de te donner un chiffre parce que c'est très approximatif. Mais je les laisse. Il y en a beaucoup que je laisse pas passer. Et ce qui est sûr, c'est que on n'a pas changé notre fusil d'épaule. Notre volonté, c'est et ça restera toujours d'honorer la confiance que nous font nos investisseurs en ayant un regard très très rigoureux et très sélectif sur les opérations qu'on propose. Oui. Ouais. Et on n'hésite pas au besoin à s'appuyer sur des sociétés expertes qui sont des sociétés externes à la première brique pour venir challenger en fait l'histoire que nous raconte le porteur de projet. Donc comme tu comprends, on a à minima 5 à 6 personnes qui voient le dossier pendant plusieurs semaines et on n'hésite pas à se challenger. Comme Hugo disait un petit peu plus tôt dans la vidéo, tous les employés chez nous investissent dans des projets et en fait ces projets on y croit, on y met de l'énergie et donc pour nous la confiance en fait que porte notre communauté c'est le mot-clé qui nous représente le mieux avec la transparence et la fréquence de nos communications. Mais voilà, vraiment on n'hésite pas à se remettre en question sur certains points sur lesquels on peut se poser des questions en s'appuyant sur des experts spécialisés pour venir baquer ce qui nous a été raconté pour être sûr et certain que ce qu'on propose à nos investisseurs est d'hyper bonne qualité, quoi. Ouais, on fait de plus en plus d'expertise. On fait de plus en plus d'expertise contradictoire, c'est-à-dire qu'on prend des cabinets d'expertise et de valorisation immobilière là typiquement on a financé un dossier il n'y a pas très longtemps, on avait un actif à 3,2 millions, il y avait 3 millions financés par la banque, 600 000 par nous, on a pris une hypothèque dessus de second rang. C'était clairement pas dans nos habitudes, mais pourquoi on l'a fait? Parce qu'on a demandé, lui est venu avec une hypothèque qui disait que le bien en l'état il valait 4,2 millions, je crois que c'était 4,2 millions, enfin bref, supérieur au montant financé par la banque et financé par nous, et on a fait faire une contre-expertise qu'on a payé de notre poche pour valider ce montant, parce qu'en fait c'était un enjeu clé de l'opération. Et ça l'a plus que confirmé. La contre-expertise a donné une valorisation plus importante que l'expertise que nous avait apporté le porteur de projet. Donc effectivement, on y allait parce qu'on savait qu'on avait une sécurité qui était forte. Il y avait des travaux qui étaient prévus. Nous, c'est ce qu'on finançait, c'était les travaux. Et donc, vu qu'en état, le bien valait plus que le montant qu'il avait emprunté, on y allait parce qu'on était sûr. Mais c'est toujours cette philosophie de dire... est-ce que, moi j'aime bien avoir ce réflexe de me dire, est-ce que ma mère, qui pour la petite histoire, ma mère infirmière, elle a jamais gagné des 1000 et des 100 et elle est pas du tout à plaindre, mais voilà. Et je me dis souvent, est-ce que je demanderai à ma mère de mettre toutes ses économies sur ce projet quand je fais un projet, et si la réponse est ouais, non, pas chaud, on n'y va pas, quoi. Et c'est en fait du bon sens paysan assez simple qui marche bien, parce que nos investisseurs, c'est
c'est grâce à eux qu'on est là où on est aujourd'hui. Donc, je suis un peu là grâce à ma mère, je suis là grâce à mes investisseurs. Finalement, c'est un peu la même chose, quoi. Très clair. Merci pour les réponses par rapport à ça. C'est hyper clair. J'avais aussi une question à vous poser. C'est intéressant d'avoir votre retour là-dessus. Moi, je fais souvent des vidéos analyse de projet, mais j'ai souvent des commentaires me disent je vais tout investir dessus ou j'attends les prochains projets, etc. Alors, c'est pas du conseil en investissement qu'on est en train de partager là. C'est juste en tant qu'une personne investisseur, imaginons elle a 1000 euros, ça serait quoi concrètement une stratégie cohérente pour aussi diminuer le risque parce qu'on on l'oublie pas, tout investissement il y a un risque pour finalement le diminuer au maximum celui-ci. Ok, alors on le dit, on le répète, on dit tout le temps, il faut diversifier. On va faire des maths assez basiques. On a un taux de rendement qui est à 11%. Aujourd'hui, tu investis 1000 euros sur la première brique. Si tu veux limiter ton risque de façon très prudente, tu investis dans 10 projets. Comme ça, si tu as un projet qui pète complètement, ce qui nous est jamais arrivé chez la première brique, mais on n'est pas à l'abri que ça arrive parce que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Si tu as un projet qui pète, finalement, les 9 autres, avec leurs 11% de rendement, ils rattrapent ce que tu as perdu sur le projet qui s'est cassé la gueule. Et voilà, en fait, de façon très simple, il faut diversifier. Il faut diversifier au maximum. Il faut lire les paquets de projets. Il faut se faire un vrai avis sur le projet. On a des investisseurs qui sont hyper sensibles au fait qu'il y ait une hypothèque de premier rang inscrite. C'est vrai, une hypothèque de premier rang inscrite, c'est un super critère parce que ça veut dire que tu te sécurises quand même sur l'actif. L'actif, en cas de problème lors du remboursement, l'actif, il est récupéré par quelqu'un qui va le vendre pour rembourser. Ok, mais ça fait pas tout. Moi, honnêtement, je préfère un bien qui est un lot qui est bien pré-commercialisé, un projet qui est bien pré-commercialisé qu'un projet avec une hypothèque de premier rang. Même si le mieux, c'est un bien qui est pré-commercialisé avec une hypothèque de premier rang. Et je pense qu'on a tous nos sensibilités. Il faut se faire un avis sur le projet. C'est du risque, et qui dit risque dit forcément un petit peu d'audace, dit forcément un petit peu de courage. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que l'effet mouton, quoi. L'effet je vois que sur les forums, ils ont voté que ça fonctionnerait pas. Moi, je vais pas aller sur ce projet. Ou au contraire, waouh, ce projet, il a vachement plu sur les forums. Il a énormément plu sur les forums. On va laisser les vaches en dehors de ça. Ça me chauffe. Je vais y aller, quoi. Je crois qu'il faut vraiment se faire son avis et lire les plaquettes. Diversifier, se faire un avis, lire les plaquettes. Yes. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, vous permettez d'investir, on peut commencer avec pas grand-chose. Donc, une personne, si elle veut mettre juste 10 euros pour tester, voir comment ça se passe, le process, la signature d'un contrat, par la suite, avoir des informations sur le projet, c'est... Complètement. Et un constat qui a été fait par beaucoup de nos investisseurs qu'on écoute, c'est vrai qu'on a été très plébiscité, donc les collectes ont pu se financer rapidement. Et aujourd'hui, on conseille de diversifier parce qu'on a de plus en plus de projets qui sortent, des projets de qualité, mais de plus en plus, ce qui permet de se positionner sur des projets assez régulièrement. Il n'y a pas besoin d'attendre des mois pour avoir un nouveau projet qui nous plaît et qui nous convienne en fonction des garanties dont parlait Hugo et de la typologie. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire... on augmente la taille on augmente la taille des financements, on a d'autant plus de projets qui sont toujours des projets hyper qualitatifs, ce qui permet à nos investisseurs effectivement de mettre un petit peu sur chacun de ces projets, en profiter, quoi. Et on a des ambitions de croissance qui sont pas en termes de montant de collecte, parce que concrètement notre dynamique ça restera toujours de dire on finance les projets qui sont bons. Si une semaine on n'a pas de bon projet qui nous est proposé, on financera pas de projet. Et ça, en tout cas tant que je serai dans cette boîte, on changera pas cette dynamique là. Pour autant, on est de plus en plus connus et
commence à avoir une petite notoriété dans l'univers du marchand. Et cette notoriété fait qu'on a beaucoup de projets qui nous ont proposés et de plus en plus de très beaux projets sur des montants importants et qui permettent finalement d'investir vraiment dans de bonnes conditions et en ayant le temps d'investir. En ce moment, par exemple, on a un projet à La Ciotat, la baie, qui est un super projet et qui, concrètement, il n'est pas encore clôturé. On a le temps, à mon avis, de créer son compte, de charger ses pièces, de valider ses pièces d'identité et puis d'investir. Et même 50 € pour voir, c'est quand même plus confortable que ce qu'on a pu avoir à une époque. Alors les projets, on ne parle pas des projets à 200, 300, 400 000 €, mais qui eux vont quand même assez vite. Mais on arrive à aller sur des très beaux projets, sur des montants un petit peu plus importants, avec des garanties très fortes qui amènent un certain confort d'investissement. Ouais, très clair. Bah, du coup, j'ai 2 petites dernières questions pour vous. Au niveau de la première brique, est-ce qu'il y a des nouveautés là, des choses qui vont arriver, des changements? C'est quoi l'ambition aussi pour ce début d'année et potentiellement aussi pour 2025? Alors, le mot d'ordre de la première brique fin 2024, début 2025, ce sera nos investisseurs avant tout. Nos investisseurs avant tout, et du coup on a fait une grosse passe avec William, notre tech, et sur le feedback de toute l'équipe, et grâce avec notre équipe de développement pour faire une grosse refonte de l'expérience utilisateur. Qui comprend pas mal de choses. On a hâte de vous proposer ça et ça arrive là sur les prochaines semaines. On a peut-être un petit quelque chose qui va permettre d'investir plus confortablement depuis son téléphone qui va sortir, sans en dire plus. Et on a structuré l'équipe sur le contentieux, parce que des sujets en contentieux, on commence à en avoir. Encore une fois, on communique auprès de nos investisseurs quand c'est le cas et à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Donc on a recruté une personne responsable juridique qui a un gros background en contentieux pour aider les 2 avocats conseils qu'on a sur ces sujets-là et suivre la structuration des dossiers. On a recruté des personnes à la relation investisseur qui ont un gros Benjamin, ça fait 10 ans qu'il fait de la relation client. On a Maud qui vient de nous rejoindre, qui pareil depuis 10 ans est dans de la relation client. On a Mathieu que certains de nos investisseurs ont dû déjà croiser sur le chat. Manon également. Et tout ça sur une dynamique de on se tourne vers nos investisseurs et encore plus pour améliorer leur expérience d'investissement et amener un meilleur suivi des dossiers, que les dossiers aillent bien ou que les dossiers aillent mal. Heureusement, les dossiers qui vont mal, ça reste une minorité chez nous, mais c'est pas pour autant qu'on baisse les armes sur ces sujets, quoi. T'as ton micro coupé. Est-ce qu'on m'entend? Yes. Allez, parfait. Du coup, en dernier point que je voulais vous poser, moi typiquement j'ai quelques défauts sur la première brique, sur beaucoup de projets, donc le pourcentage il reste quand même très minime par rapport au nombre de projets, mais ce que je voulais savoir, notamment pour les personnes qui veulent savoir comment ça se passe quand il y a un défaut, concrètement, est-ce que la personne déjà va être avertie? Est-ce que ensuite elle va avoir une perte d'un seul coup, ou ça se passe comment un peu la procédure? Ok, alors tu veux y aller? Alors, effectivement, en tout cas, le mot d'ordre, c'est, pour te répondre, on a un certain nombre de retards. Sur ces moments où on a des retards, on communique d'autant plus. Au moment où ça commence à sentir un peu plus compliqué dans les relations avec le porteur de projet, on propose, on lance un vote auprès de notre communauté d'investisseurs pour s'assurer que on peut prolonger le projet de quelques mois pour laisser justement au porteur de projet le temps de finaliser ses ventes ou de finaliser son projet. Pendant ces quelques mois supplémentaires, il y a un petit ajout sur le taux du projet, donc qui est défini contractuellement. Donc on rajoute 5%. Donc
c'est bénéfique pour les investisseurs parce qu'ils se retrouvent avec des rendements qui sont incrémentés sur cette petite période. Et ce qui permet, dans l'immense majorité des cas, aux porteurs de projets de finaliser justement ces ventes et donc en fait de retrouver ton argent un tout petit peu plus tard, mais avec des intérêts accrus, in fine comme prévu. Tu veux compléter ? Non, mais c'est tout à fait ça. Ta question, elle soulève un point qui est important et c'est le rôle qu'on a de pédagogie et d'une communication. Enfin, la responsabilité qu'on a d'être pédagogue et d'avoir une communication qui soit super claire sur ce qui se passe. Et tu vois, j'ai fait un point cette semaine avec tout le pôle juridique pour vraiment que la communication entre le service relations investisseurs et le service juridique sur les sujets qui sont contentieux, elle soit beaucoup plus fluide et que je te donne vraiment le dessous des cartes là, enfin je te donne à toute ta communauté le dessous des cartes et que en fait on ait les informations au jour le jour sur ce qui se passe sur les dossiers. Alors un dossier qui est en contentieux, il y a plein de points qui sont importants. Le premier, c'est que c'est notre responsabilité de vous donner un calendrier qui soit clair. Donc c'est important pour nous de bien communiquer, de bien définir les termes, de bien communiquer aussi sur le calendrier qu'on va avoir. Et une fois que le calendrier est lancé, finalement, tu as tout un temps où il ne se passe plus rien dans le dossier. Parce que on a la chance d'être en France, et en France, la justice, c'est un manque de moyens criant qui est relevé par toutes les institutions, mais malheureusement ça bouge pas et du coup ça prend forcément un peu de temps. Pour autant, on a plein de dossiers aujourd'hui, je crois qu'on a une petite dizaine de dossiers qui sont en contentieux. Voilà, toujours la transparence. Sur cette petite dizaine de dossiers, il y en a une grosse majorité sur lesquels, en fait, c'est une question de temps, mais on est serein parce qu'on a un niveau de garantie, parce que le porteur de projet en face, il n'est pas dans une situation glorieuse, mais pour autant, il est de bonne volonté et ça se passe bien. Donc, le sujet, c'est surtout un sujet de calendrier. Donc nous, on a structuré un pôle contentieux. On va mieux communiquer dans nos newsletters de suivi qui concernent des dossiers qui sont en retard et en contentieux. Et surtout, on va donner une information en flux tendu de l'actualité des dossiers à l'ensemble de nos investisseurs. Ce qu'on faisait déjà, mais là, ce sera vraiment en flux tendu. Ce sera plus à la semaine, ce sera au jour le jour. Très clair. Je pense que il y a pas mal de questions là auxquelles les personnes qui investissent vont avoir des réponses. Et déjà, merci à vous deux d'être venus sur la chaîne. C'est hyper cool parce que je pense que vous êtes l'une des seules plateformes ou très peu de plateformes à vraiment être proche de la communauté, répondre aux questions, etc. Et le but, c'est vraiment d'avancer, que tout le monde soit hyper content et tout. Donc c'est génial. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter ou c'est plutôt bon ? Écoute, on est bon. Merci de nous avoir invités. On l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est un souhait, une volonté d'être au plus proche de la communauté. Tous les retours que vous nous faites sont pris en compte et sont discutés en interne. Donc continuez, que ça soit par chat, que ça soit sur les différents forums. On essaye d'être présent sur tous les réseaux et on va faire en sorte d'être de plus en plus présent avec cette équipe qui se structure. Donc merci pour cette bienveillance de la communauté, de ta communauté en l'occurrence, et continuer de faire des feedbacks parce que le produit, on le fait parce qu'on est convaincu que ça répond à un besoin, mais on le fait avant tout pour vous les investisseurs et pour que ça vous satisfasse. Ouais, donc, c'est très vrai et je suis 3000% d'accord avec ce que vient de dire Benjamin. Pour vous parler de ce qu'on vit nous de l'autre côté de l'écran, on fait des journées de dingue et on croit à fond à notre projet, à la mission qu'on s'est donnée de changer le monde je sais que les mots sont forts, mais de changer le monde en proposant à tout le monde d'investir dans l'économie réelle sur des rendements qui sont importants et dans des conditions qui sont les plus claires possibles. Et en fait, on y croit très très fort, on se donne très très fort, et du coup,
ben, on le fait pour vous en fait. On le fait pour vous. Si notre produit vous plaît pas, on le change. Parce que si on se rend compte que c'est pas ce qu'attend la communauté, que c'est pas ce que veut la communauté, ben on fera évoluer le modèle. Nous, ce qu'on veut, notre mission, c'est de démocratiser l'investissement immobilier simplement. Le moyen, c'est le crowdfunding immobilier. Peut-être que demain, ce sera autre chose. Attention teaser. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Mais c'est de permettre à tout le monde d'investir dans l'économie réelle et avec un sous-jacent qui est l'immobilier. Et on se décarcasse pour ça, quoi, vraiment. Non, super. Merci à toute la communauté qui nous soutient. Merci à vous et top. Et on aura peut-être l'occasion de refaire un point d'ici quelques temps sur les actualités, etc. Pour les personnes aussi qui souhaitent, qui n'ont pas un compte sur la Pré-Imbrique, je vous mettrai un lien sous cette vidéo si vous souhaitez commencer à investir, même avec des petits montants pour tester, pour voir ce que ça donne. Et encore merci Benjamin et Hugo et on se dit à bientôt.